Bonjour à tout le monde, donc on est dans notre 20e épisode du podcast Retour sur les attentes, un podcast dédié à l'évaluation de la formation professionnelle dans le marché français, mais pas que, marché francophone. Je suis avec Jonathan Potier, mon ami, mon collègue, mon partenaire, comme toujours. Comment tu vas, Jonathan? Toujours très bien, Joss. Et toi? Écoute, ça va. Je suis un peu sous le déluge. Je suis actuellement à Barcelone où on a reçu 2 alertes. Tu sais, un peu comme le prélèvement enfant, disons risque fort d'inondation, donc ça fait un peu peur, mais avec les enfants un peu partout. Mais écoute, c'est pas comme à Valence, donc voilà, on fait avec et on sait que ça va aller. Ça va aller. Ok. Bon, peut-être le temps pour une fois, c'est pas aussi bien que chez toi. Et exactement. Tiens, pour une fois, voilà, il a fallu attendre 20 épisodes, tu vois. J'accepte. Voilà, ça arrive une fois tous les 20 épisodes. Ici, c'est plein soleil. Donc voilà, comme je le dis à peu près à toutes les personnes que je croise dans mon coin, comme on dit, il vaut mieux dans le nord, il vaut mieux vivre l'automne que le printemps ou l'été cette année, quoi. Parce que là, il pleuvait sans arrêt, alors que là on a du soleil, donc voilà. C'est un peu étrange. Hein. Ouais. Bon, écoute, j'avais pas prévu de mettre ça dans les actus, mais je me souviens que tu sais qu'il y avait une liste de podcasts préférés dans le monde de la formation. Oui. C'est publié sur LinkedIn. Bon, c'est pas si tu vas me rappeler le nom, mais on était 2e sur la liste des podcasts préférés dans la formation. Ça fait plaisir. Ouais, tout à fait. Oui. Alors c'est, je reprends, c'est la société Edco. D'accord. Donc merci à eux. Ils ont fait une liste des top 9 newsletters à suivre et ils ont parlé des podcasts également. Et en fait, on apparaissait en fait dans les deux, donc via donc l'infolettre Impact Formation, on apparaissait et puis on y apparaissait et puis aussi par rapport au podcast. Donc voilà, merci à eux. A priori, ils apprécient notre travail, donc ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. Alors, je note aussi que beaucoup de monde disent qu'ils apprécient le franc-parler de Jonathan Potier. Donc, je ne sais pas si je trouve ça comme un compliment ou comme un... je dois faire pareil. Si. Ouais. Ah bah écoute, moi on ne me changera pas, c'est trop tard. Je veux dire, à 44 ans, c'est fichu. Je veux dire, je ne vais pas commencer à changer ma manière de penser et de parler, quoi. Ouais, bah c'est très bien. Et donc, du coup, combien d'abonnés à l'infolettre maintenant? Là, on est à plus de 1600. D'accord, bien. Je regarde exactement. Donc voilà, il y a une moyenne. Je crois qu'il y a une croissance d'à peu près 40-50 abonnés par semaine. Super. Voilà, et toujours sans pub. Tu vois, on en avait discuté. Voilà, on avait discuté et c'est voilà, ça a été évoqué. Je me tâtais un peu. Je me suis dit bah tiens, pourquoi pas. Et après justement, je me suis dit non, même si l'éditeur en question m'a dit non, mais tu garderas ta liberté de ton, etc. Je me suis dit indirectement, je risque de me censurer. Donc voilà. Non, ça restera comme je l'ai dit sur LinkedIn, comme ma boîte aux lettres, sans pub, zéro pub. Oui. Voilà. Donc voilà. Non, ça continue, ça poursuit sa croissance et ça c'est top. On a des très bons retours. Voilà, si vous connaissez pas, il faut aller sur Substack, c'est jonathan.substack.com. On a mis au nom, c'est Jonathan qui le fait, moi je fais rien, moi je relis parfois, un travail très très sérieux de Jonathan qui fait ça maintenant toutes les 2 semaines. Ouais, tout à fait. En rythme, je pense, de croisière, sur le sujet de l'évaluation, donc vraiment avec beaucoup de bons retours des gens qui s'y intéressent, donc c'est super. Alors aussi, on a tous les deux, on a fait une formation ensemble en anglais, donc déjà c'est quelque chose. Je te félicite parce que t'as pu t'impliquer jusqu'au point que tu t'es certifié avant moi, donc c'est pas bon, mais en tout cas félicitations. Merci. Explique-moi un peu le contenu, le sujet de la certification que tu viens de faire. Alors ça fait assez penser, je pense que tu en seras d'accord, ça fait assez penser au programme de certification Kirkpatrick, sauf que Kirkpatrick est centré évidemment sur l'évaluation, et là le programme est centré sur la question du transfert. Donc en langage Kirkpatrickien, si je puis dire, on parlerait du niveau 3.
Oui. Et c'est vraiment, voilà, Kirkpatrick nous permet de constater pourquoi les formations sont efficaces ou pas. Ce programme explique comment les rendre efficaces. Donc c'est vraiment, c'est dans la continuité des travaux que l'on mène. Et c'était un programme donc suivi avec l'ITE, donc Institute of Transfer Effectiveness. Et on l'a suivi avec Mélanie Martinelli, qui est elle-même d'ailleurs une facilitatrice certifiée Kirkpatrick, et avec différents participants. Alors il y avait des gens de Suède, d'Inde, enfin voilà, c'était vraiment, il y avait des gens un peu partout dans le monde, et vraiment extrêmement intéressant. Vraiment, on était enthousiastes après avoir suivi ce programme. Ça augure de très bonnes choses pour la suite. Ouais, c'était au-delà des outils, au-delà du message sur l'importance du transfert et comment le faire, parce qu'il y a beaucoup de différents leviers qui sont vraiment mis en œuvre. Moi, j'ai vraiment apprécié le format de la formation. Donc, je parle du format où en fait, sans dévoiler tous les secrets, ils ont dit qu'un des secrets du transfert, c'est de faire ce qu'ils appellent active practice. Donc, c'est-à-dire que dans une formation, il faut laisser place que les gens puissent travailler sur la pratique pendant la formation, jusqu'au point où dans une session Teams, Zoom, même en présentiel, on laisse les gens, voilà, entre eux ou tout seuls pour travailler sur la mise en application envisagée et sur le projet. Et moi, j'ai vraiment apprécié parce que je trouve qu'on a tendance à vraiment bourrer les formations avec une quantité de slides et on est tous coupables, mais parce qu'on veut bien faire. Et en fait, là, on a vraiment pris goût de quelque chose où on dit less is more, tu sais, moins qu'on fait, plus on peut apprendre. Et franchement, ça m'a plu aussi. Ouais, tout à fait. Et lors de mon entretien de certification avec Mélanie, on a eu un échange à ce sujet et je trouvais très intéressante cette distinction, la distinction qu'elle fait entre active learning et active practice. C'est active learning, quasiment tout le monde en parle. C'est-à-dire qu'effectivement, on privilégie des méthodes actives aux coactives, on fait en sorte que les participants puissent pratiquer, on fait des jeux de rôle, des simulations. Donc effectivement, on s'éloigne le plus possible de la on va dire du cours magistral, voilà, on a un PowerPoint, comme tu dis, on enchaîne les slides, voilà, donc on fait pratiquer. Mais c'est active learning, c'est-à-dire que c'est des méthodes participatives, des méthodes actives appliquées à la formation, mais c'est pas de l'active practice où on travaille vraiment sur son projet et on fait en sorte de se servir de la formation, du cocon pédagogique de la formation pour prendre du temps pour travailler sur son projet, sur ses propres cas, etc. Et ça, c'est une distinction qui est essentielle parce que je pense que l'active learning est très pratiqué, mais beaucoup moins l'active practice. Oui. Et c'est vrai que parfois on a du mal avec le prérequis d'avoir un projet, tu sais. C'est-à-dire que le prérequis d'avoir un projet où on peut pas venir dans une formation sans avoir un projet dans lequel on peut mettre en application ce qu'on apprend. Et parfois on est obligé de remplacer par du fictif, tu sais, parce que les gens ils en ont pas. Et ça nous pose toujours question parce qu'on se dit bon, si on n'a pas le projet, combien de temps avant qu'on mette en application? Et donc du coup on peut pas vraiment faire du active practice, tu vois, parce que c'est vraiment très théorique. Je sais pas ce que t'en penses par rapport à ça. Oui, non, mais complètement. Alors c'est c'est un prérequis. Alors ça peut gêner, ça peut nuire, on va dire, au volume d'inscription, mais en même temps c'est essentiel. On sait très bien que on a d'autres chats à fouetter, on a plein de projets à mener de front, on a des événements personnels, professionnels, etc., qui vont accaparer notre esprit. On parle beaucoup de charge mentale, mais voilà, si je suis une formation et que je n'ai pas directement un projet sur lequel travailler, derrière, il faut pas se leurrer. On sait très bien qu'il y a d'autres choses qui vont redevenir prioritaires et puis la formation va être reléguée au second plan, quoi. Bien sûr. Je me souviens, j'ai fait une formation il y a 7-8 ans sur un truc qui s'appelle le théorie, excuse-moi pour l'accent, théorie organisationnelle de Berne. C'était sur comment améliorer l'organisation systémique d'une société. C'était 2 jours. Je me souviens de rien. C'est-à-dire que c'était tellement théorique. Il y avait une fil rouge tout court, mais j'avais pas de projet, j'avais rien. Il n'y a pas un iota de cette formation, sauf le titre que je me souviens.
Ouais, voilà. C'est terrible, quoi. Et je me dis que c'est une perte de temps colossale, de perte d'argent, perte de temps, et le fait que j'ai pas eu de projet en fait que j'ai pas eu envie d'avoir un projet. Exactement. Parce que j'ai pas mis en application après, parce que j'ai pas de projet. Et depuis, tu vois, j'ai oublié, maintenant j'ai pas envie. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement en lien avec le fait que j'avais rien à faire, bah, du coup, après, j'ai même moins envie de le faire. Ouais, tout à fait. Et ça, tu peux l'étendre à tout, hein. On va dire, tu peux l'appliquer aux formations, tu peux l'appliquer aux livres. Si tu lis un livre, on va dire par exemple, de développement personnel, où tu te dis, tiens, il y a des idées intéressantes, etc. Tu lis le livre, tu le termines, et après tu le ranges dans ta bibliothèque ou bien au fond de ta liseuse. Si derrière tu ne passes pas à l'action, c'est fini. Je veux dire, tu peux le relire 1 an plus tard, 2 ans plus tard, etc. Tu n'auras rien mis en application. Donc voilà, c'est vraiment le passage à l'action. Alors c'est vraiment d'ailleurs le cœur, hein, c'est au cœur du programme de l'ITE sur le transfert. Mais voilà, comment on passe de l'intention à l'action. Et on voit que c'est essentiel. Sinon, on se plaint des baisses de montants de prise en charge dans le domaine de la formation professionnelle, etc. Mais il faut pas se leurrer, quoi. Il y a une gabegie, mais enfin, il y a des dépenses, mais complètement inconsidérées, injustifiées dans le monde de la formation. Voilà, on va dire. Mets-moi ministre de la formation une journée. C'est comme Elon Musk, c'est ça avec les mais c'est clair, hein, c'est clair. On parle Elon Musk, on parle de hardcore management. Oui. Dédicace à Antonin avec qui je travaille en ce moment chez AG6 et qui parle de il nous expliquait Elon Musk et son hardcore management. Moi, je vais faire du hardcore training management, mais parce que GR c'est juste. Mais voilà, mais la formation est un objet aussi social, en plus d'être un objet économique. Donc voilà, ça sert à faire passer des choses. Et puis on se dit oui, mais bon, on va remettre de l'argent dans la formation, les partenaires sociaux vont militer pour, etc. Mais sauf que c'est tellement géré n'importe comment. Je suis désolé, mais surtout au niveau de l'État, j'ai envie de dire que vraiment, on peut faire des économies à ce niveau. Le Premier ministre cherche à faire des économies. Ben, il y a des économies à faire en matière de formation, mais c'est pas juste baisser les coûts qu'il faut. Ça c'est, on va dire, une hérésie. Et il faut changer aussi la manière de gérer la formation, l'allocation des fonds de la formation, et puis voilà, ça c'est un parti pris, hein, mais que l'État soit moins présent dans le système de la formation professionnelle. Bah, le problème, je pense qu'aussi, c'est comme dans tout, nous, on voit souvent les gens qui sont issus du terrain dans la formation, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, si t'es dans le service client conseiller et ils deviennent après chargés de formation, ils savent comment ça se passe sur le terrain, donc ils savent mettre en place les choses. Oui. Et là, on a l'impression dans l'État, on parle du État français, hein, mais on parle de l'État français qui sont pas issus du terrain, ils connaissaient rien par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Ah oui, non mais, donc, mais c'est c'est très clair. théorique. Mais c'est clair. Bref, bon. Passons à autre sujet, les sujets du jour. En fait, c'est que nous, on n'arrête pas de voir dans notre petite niche à nous des partenariats, des plateformes qui sortent et qui pléthorent dans l'évaluation au sens franco-français, mais aussi beaucoup à l'international. Hein, dans d'autres pays, on les voit en Suède, on les voit en Allemagne, on les voit maintenant en gros. Une grosse annonce sur une plateforme américaine, une collaboration entre deux acteurs. Et donc du coup, moi je voulais discuter avec toi, hein, tous les deux. Est-ce que le fait qu'il y a ces avancées au niveau technologique font que d'ici quelques années, nous dans l'évaluation, on sera sur le squelette et on va aller au France Travail. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Déjà, qu'est-ce que tu penses de ces annonces-là? Parce que bon, je pense que ça parle à personne, ces annonces, au niveau des plateformes qui sortent et qui se réunissent. Mais en général, nous, on n'a jamais en plus, on n'a pas un partenariat avec une plateforme. Oui. Donc, nous, on reste très neutre par rapport à ça. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un mouvement qui est assez intéressant et j'avais lu différentes choses à ce sujet, hein, comme quoi il y avait, on va dire, des différents acteurs du e-learning, de la EdTech, etc., qui ne se portaient pas forcément très bien en ce moment parce qu'il y avait aussi des restrictions, des baisses, on va dire, d'investissement dans les entreprises, des restrictions budgétaires, etc. Et donc, ça n'est pas étonnant, je pense, de constater des regroupements d'acteurs. Donc ça,
ou des partenariats et on cherche à s'associer, on cherche à répondre à de nouveaux marchés. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, si tu prends les grandes entreprises, je pense que toutes les grandes entreprises sont équipées, par exemple, d'une plateforme type LMS. Oui. Et donc, c'est certain que le marché a tendance à être saturé. Donc, si tu veux faire ton trou, si tu veux te faire une place, il faut que tu déloges des acteurs qui sont déjà en place. Enfin bref, les arbres ne poussent pas, hein, ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, au bout d'un moment, forcément, il y a une saturation du marché. Et donc, on voit que on commence à s'intéresser à d'autres sujets, notamment celui de l'évaluation. Et on voit là, il y a cette association, celle dont tu fais part, entre, on va dire plutôt une plateforme LMS, un acteur de l'évaluation, des spécialistes de l'évaluation, et donc qui se regroupent pour faire un peu une plateforme tout en un, pour aller beaucoup plus loin, et puis mettre une bonne dose d'intelligence artificielle évidemment dedans. Mais oui. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, ça, en tout cas voilà, le présupposé de ces acteurs, c'est que aujourd'hui, on ne va pas assez loin sur l'évaluation parce que on n'est pas forcément bien équipé en termes d'outils, en termes de technologie, et donc il faut pouvoir répondre avec une solution technologique. Voilà. Je sais pas si tu souhaites réagir là-dessus avant que je te fasse part de mon sentiment. Non, vas-y, continue, après je le ferai. Ouais, écoute, avec plaisir. Alors, oui, on va dire la technologie peut faciliter les choses à différents niveaux. Maintenant, ça n'est pas parce qu'on multiplie à l'infini les outils, les technologies, etc., que l'on va forcément aller dans la bonne direction. Je pense qu'après on risque de parler d'enjeux environnementaux, mais j'aime bien cette phrase du spécialiste on va dire, je sais même pas comment le nommer, mais on va dire de l'énergie, des émissions carbone, etc., qui est Jean-Marc Jancovici, qui dit avec une énergie infinie, on peut faire, je crois qu'il dit en ces termes, hein, avec une énergie infinie, on peut faire des conneries infinies. Et donc moi je dis que avec il dit peut-être pas conneries, hein, il dit bêtises, mais en tout cas moi je vais dire conneries. Et je pense qu'avec des outils ultra développés, on peut aussi faire de l'évaluation qui n'a strictement aucun sens. Et donc aujourd'hui, moi le risque que je vois, c'est que on délègue complètement toute la pensée en termes d'évaluation à des outils et que l'on se laisse guider par des outils sans avoir une réflexion préalable, sans avoir des compétences poussées en termes d'évaluation. Et donc que finalement ça ne fasse pas avancer le schmilblick, si je puis dire. Nous, on travaille sur deux plateaux, Jonathan, toi et moi. On travaille sur un plateau de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on sensibilise les gens sur l'importance de l'évaluation entre le faire et le pas le faire. Et après, on forme et on accompagne les gens pour le faire bien. Oui. Tu vois? Oui. Est-ce que, si je joue l'avocat du diable, est-ce qu'il vaut mieux déléguer l'évaluation à l'IA ou à ces plateformes et ils le font plutôt qu'ils le font pas? Tu sais, oui. sans se soucier encore de la qualité. Au moins, ils font quelque chose. Ouais, au moins, ils font quelque chose. Alors, question difficile, hein? Ouais, question difficile. Très honnêtement, je pense qu'il vaut mieux ne rien faire. Bon, il vaut mieux ne rien faire, mais je sais que ce n'est pas ce qui va se passer. Enfin, j'imagine que on va avoir des acteurs qui vont préférer s'enfoncer dans l'erreur plutôt que de prendre le recul nécessaire, de réfléchir, de remettre en cause des pratiques, etc. Donc malheureusement, et ça je pense que c'est un mouvement de fond, et on parle d'évaluation, mais je peux parler de la formation de manière générale, je pense que il va y avoir une fuite en avant technologique, où il y a de plus en plus de personnes qui vont confier leurs pratiques, leurs pensées, etc. à l'IA de manière générale, un grand concept dont on pourra parler plus précisément, mais finalement en se faisant déposséder et en perdant la main. Donc voilà, la vraie question c'est est-ce qu'on a toujours la main? Et aujourd'hui, on le voit sur LinkedIn, dans la rédaction des posts, on le voit dans la conception de questionnaires d'évaluation, on voit dans tout. Aujourd'hui, on délègue beaucoup de choses à l'IA et j'ai peur que demain, il n'y ait plus du tout de pensée en matière d'évaluation et qu'on se laisse guider uniquement par l'IA et que l'on perde la main. Donc franchement, entre ça ou ne rien faire,
je préfère à la rigueur ne rien faire et continuer à ce que l'on sensibilise et que à un moment donné, il y a un changement d'état d'esprit, un changement de pratique, mais qui viennent spontanément, on va dire, de ces personnes. Et tu peux peut-être illustrer avec un exemple d'un danger ou une conséquence de mal faire l'évaluation? Alors, avec IA ou avec ces plateformes? Alors, tu vois, je vais faire un pas de côté et en fait, j'en ai parlé récemment sur LinkedIn et je me dis là, j'ai été confronté en direct aux limites, par exemple, de ChatGPT. Des personnes qui ont rédigé un post sur LinkedIn, une publication pour parler, par exemple, d'évaluation et du retour sur les attentes. Ça c'est le nom du podcast. Donc le ROE. Le ROE, comme tu le sais, c'est un concept que l'on traite, que l'on étudie en profondeur lorsqu'on fait le programme de certification Kirkpatrick. Et c'est pas le genre de choses que l'on peut comprendre comme ça en lisant un article rapidement. Et donc il y a beaucoup d'erreurs sur le sujet du ROE. Et donc je vois la publication qui parle du ROE, je vois la personne qui répond en plus en commentaire des personnes qui disent comment tu mesures le ROE, et je me dis mais en fait, désolé de le dire, mais c'était vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire il y avait une confusion entre le ROE tel que nous on l'entend version Kirkpatrick, et là c'était le ROE, c'est la réponse aux attentes du participant, etc. Mais absolument pas. Et donc je me suis rendu compte que, par exemple, quand tu interroges ChatGPT à ce niveau, ChatGPT va te sortir des informations de ce type. Parce qu'il y a énormément d'articles francophones sur le sujet du RE qui continuent à porter cette confusion, à entretenir cette confusion. Et donc, si demain, moi, je commence à dire à ChatGPT, bah tiens, j'ai besoin de démontrer le RE, j'ai besoin de démontrer l'impact de la formation, etc., ChatGPT risque de se baser sur ces informations qui pullulent, qui se multiplient à l'infini sur le web, pour venir derrière me guider dans une direction qui est fausse. Donc en fait, c'est de la fausse expertise, c'est de la sous-expertise. Et donc juste au niveau de la réflexion, et moi il m'arrive de faire le test hein, justement pour essayer de challenger un peu l'IA à ce niveau. Et on voit qu'elle se base sur des informations qui sont très très loin de on va dire, de la rigueur scientifique, de la rigueur universitaire que l'on est en droit d'attendre. Donc là, juste au niveau de la réflexion. Et ensuite, sur la conception des outils d'évaluation, il y a énormément de confusion aussi. Au début, je trouvais ça très sympathique, tu vois. J'avais fait des tests, j'avais fait des publications sur LinkedIn. Ouais. Bah ouais, je me disais tiens, c'est intéressant, ça sort des questionnaires, etc. Mais en fait, on voit à partir du moment où on essaye de challenger, d'aller un peu plus loin et dans la finesse, très honnêtement, j'ai beaucoup de doutes. Le seul endroit où je trouve que ça peut avoir de l'intérêt, c'est sur l'analyse de données. L'analyse de données, hein, ce qu'on appelle la data science, etc. Voilà. Là, j'y vois l'intérêt, ça peut faire gagner du temps, etc. Mais par contre, dans la conception des outils d'évaluation, dans la réflexion sur l'évaluation, aujourd'hui, il y a énormément de limites. Donc ouais, ça fait peur pour la suite, parce que je me dis, mais là, déjà aujourd'hui, les pratiques ne sont pas encore très très développées en matière d'évaluation. Mais demain, si on accélère dans le développement de ces pratiques, mais qu'on accélère dans la mauvaise direction, eh bien, on va se prendre un mur, tout simplement. Donc, dans la conception, on est d'accord que peu importe si c'est une plateforme ou peu importe si c'est directement avec ChatGPT ou IA, on est d'accord qu'il faut qu'on reste sur une conception d'un questionnaire ou conception d'une grille d'observation ou toute méthode d'évaluation qui reste vraiment basée sur notre propre savoir-faire. Ouais, exactement. Alors après, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin. C'est bien de pouvoir challenger nos idées avec l'IA, mais ça doit d'abord partir de notre cerveau biologique avant de se retrouver dans l'IA. C'est-à-dire que je dois d'abord pouvoir produire quelque chose et pourquoi pas challenger après avec l'IA en disant tiens, qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. D'avoir finalement une conversation comme on pourrait l'avoir avec un collègue, mais aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que ça part d'abord de l'IA et ensuite on vient remettre un peu d'humanité et de raisonnement et de sens critique là-dedans. Oui. Mais comme on a tellement de choses à faire oui. que aujourd'hui on ne prend plus forcément le temps de faire cette étape 2. Donc attention à ça.
Oui, c'est j'ai pas le temps, faisons vite et puis après je vais balayer moi-même pour voir si ça passe quoi. Plutôt Exactement. que commencer puis le faire valider derrière. Exactement. Ouais. Mm. Donc voilà, je suis assez Après pessimiste. ces plateformes, Ouais. tu penses pas qu'ils vont avoir ces modèles déjà mis en place, tu sais, où on peut faire confiance à ces modèles et puis après ou je sais pas, je ne sais pas si on peut faire confiance à leur niveau d'expertise ou pas, ou est-ce qu'il faut que vraiment on reste concentré sur la personnalisation liée à notre propre entreprise, liée à notre propre univers, tu vois. Ouais. Alors bon, là aussi je suis pessimiste. Ah, Je suis je suis pessimiste alors, à deux titres. D'abord parce que souvent ces plateformes alors disent voilà on utilise l'IA etc. En réalité beaucoup d'entre elles ont une API et viennent on va dire se connecter, s'interfacer avec un service tiers type ChatGPT ou peu importe ou d'autres applications à base d'intelligence artificielle pour générer tout ça. Et on voit que les limites de ChatGPT, on vient d'en parler, sont assez importantes. On ne sait pas comment le modèle est nourri, on ne sait pas comment il se développe. Il y a des failles, il y a des hallucinations. Donc voilà, c'est loin d'être parfait. C'est pour ça d'ailleurs, pareil, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un abus de langage parce qu'il y a absolument rien d'intelligent là-dedans. C'est voilà, ça reste des algorithmes, ça reste des choses informatisées, informatisables, mais voilà, on est très loin de l'intelligence humaine. Donc ça, c'est la première limite. La deuxième limite, et j'en parlais avec un éditeur récemment, euh, souvent, je ne dis pas tous, mais en tout cas souvent, les éditeurs ont une obsession qui est alors je vais faire un bel anglicisme, mais la scalabilité. C'est voilà, merci. Et je sais pas comment on peut traduire ça, la mise à oui, moi l'échelle. non plus. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que voilà, je fais un anglicisme, mais l'idée de pouvoir développer les choses, de pouvoir s'adresser à des marchés assez conséquents, de faire des économies d'échelle, de pouvoir développer le chiffre d'affaires de manière exponentielle. Et donc toutes les subtilités qui sont nécessaires, on va dire, pouvoir s'adapter aux caractéristiques des organisations, des formations, des publics à former, etc. On va dire ça ne les arrange pas. Et donc toute la pensée critique que l'on doit pouvoir mettre dans l'évaluation, le fait de s'adapter, le fait de dire qu'une politique d'évaluation des formations ne sera pas la même dans la grande distribution que dans le secteur de la santé, par exemple, etc. Ça, généralement, ça ne les arrange pas parce qu'il y a vraiment une logique où on cherche à avoir un modèle qui soit le plus reproductible possible. Et donc forcément, ça devient, on va dire, ça devient un peu une réflexion. Comment dire, il y a aucune finesse en fait. Il y a aucune finesse là-dedans. Et donc on va se retrouver avec des modèles universels, standardisés et qui vont complètement à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Oui. C'est le danger de l'industrialisation. C'est exactement ça. Ouais. Qu'on standardise tout et puis ça répond à rien. Ouais, tout à fait. On pourrait avoir les deux. Hein. Finalement, on pourrait avoir cet outil qui permet d'industrialiser. Alors moi, souvent, je préconise le fait de pouvoir informatiser, industrialiser lorsque c'est nécessaire, mais avec à la base un humain, des humains à la manœuvre et qui vont réfléchir, qui vont penser, qui vont comprendre les limites de l'outil. Sauf que aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que on est vraiment dans un modèle où c'est l'IA qui nous guide et qui nous entraîne et qui nous emmène sur des chemins qui sont déjà relativement tracés. Et donc, on ne va pas faire de pas de côté. Et donc, on va se laisser embarquer dans les, on va dire, dans des questions de formation, d'évaluation, etc. Et on va pas nécessairement se poser les bonnes questions parce qu'on va laisser l'IA poser les questions et fournir les réponses. Donc, c'est vrai que un endroit où on peut vraiment demander et challenger ces plateformes, c'est dans l'analyse des données. Donc, moi, j'y crois beaucoup dans le benchmarking entre les différentes sessions de formation, entre les différents endroits dans une entreprise, entre les différents formateurs, comparer et corréler même aussi les informations. Et je trouve que là, comme tu disais,
IA peut vraiment faire une différence parce qu'il arrive vite à analyser et comparer. Et ça, on voit quand même des bénéfices. Ouais, oui, tout à fait. Oui, là-dessus. Alors, et là, pour le coup, c'est pas nouveau, hein, parce que c'est vrai que, alors je disais dans l'IA, c'est un abus de langage parce qu'il y a pas ce stade d'intelligence là-dedans. Et ce dont on parle ici, c'est vraiment de l'analyse de données. Lorsqu'on embauchait, même déjà il y a des années en arrière, des data scientists, voilà, on parlait de choses de ce type. Moi, je rédigeais ma thèse avec des collègues qui utilisaient des approches, des méthodes quantitatives et qui faisaient des analyses de régression, des choses comme ça. Bon, voilà, on était déjà très poussé là-dedans, sans parler d'IA. Aujourd'hui, moi, ce qui me pose problème, c'est davantage les IA génératives, les IA qui vont créer quelque chose souvent à partir de rien ou à partir aussi d'informations qui peuvent être erronées, alors que pour le coup, faire appel à des capacités de calcul assez importantes pour aller analyser des données, etc., ça a de l'intérêt dans le domaine de la formation, de l'évaluation, et même ailleurs, hein, on le voit, on a des expériences dans le domaine de la santé où on est capable d'éduquer, on va dire, des IA qui vont être capables de reconnaître lorsqu'il y a une pathologie sur une radio, etc., beaucoup plus rapidement qu'un radiologue, par exemple. Donc voilà, effectivement, là, on voit que l'outil là peut être au service de l'humain, mais parce qu'on l'a entraîné sur une tâche très très spécifique. Et si on va plus loin, si on regarde le Matrix, qui était un film de 1999, ouais. On avait vu Keanu Reeves qui a tout d'un coup il savait faire du kung-fu. On a vu sa collaboratrice devant un hélicoptère qui a pu avoir la même chose pour voler l'hélicoptère, tu vois. Est-ce que on voit avec le Neuralink là de Elon Musk justement, tu vois, où on va faire des liens entre les microchips dans le cerveau. Est-ce que d'ici la fin du siècle, en fait, on va plus apprendre, on va plus évaluer parce que si on veut faire un nouveau truc, bim, on se connecte et puis c'est fait. Oui. Ouais. Alors effectivement, bon, là c'est je vais tenir un discours anti Startup Nation, anti LinkedIn, etc. Alors moi je n'y crois absolument pas. Je n'y crois absolument pas. Je vais te donner un exemple. Alors toi qui connais certainement bien mieux Londres que moi, j'avais déjà lu que les taxis londoniens avaient de mémoire, hein, je crois que c'était une zone de leur cerveau, je crois que c'est l'hippocampe qui s'était atrophié suite à l'utilisation du GPS. Donc, en fait, notre cerveau, il y a ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. Hein. Notre cerveau évolue, etc. Il y a des zones qui se développent, il y a des zones qui peuvent s'atrophier, etc. en fonction de ce que l'on en fait. Donc déjà, moi, je ne souhaite pas que demain, on confie de plus en plus de choses à l'IA, ne serait-ce que pour, on va dire, notre santé cérébrale. Mais bon, ça, à la rigueur, on pourrait dire, mais oui, ça, c'est ton point de vue, ça te regarde. Nous, ça nous plairait de pouvoir faire ça et de pouvoir décharger toute cette masse d'informations, etc., dans une espèce de super disque dur externe. Ok. Mais la réalité, c'est que on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas pour la simple et bonne raison que là, ça y est, on a pas mal d'études qui commencent à sortir sur le sujet. Le développement de l'IA nécessite des ressources considérables. Alors des ressources financières, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est quasiment à fond perdu. Enfin, je veux dire, on a le modèle économique se cherche encore et je pense que je sais pas à combien est l'abonnement ChatGPT, l'abonnement premium. Je crois que c'est peut-être une vingtaine d'euros, une vingtaine de dollars par mois. Ouais. Enfin, il faudrait quasiment multiplier par 5 minimum pour que ça puisse être rentable pour OpenAI. C'est la même chose chez Microsoft. Ils sont en train de sortir j'avais entendu à vérifier, mais que Microsoft fait sortir un data center de terre chaque jour pour le développement de l'IA. Bon, j'espère que c'était un peu exagéré parce que sinon je me dis où est-ce qu'ils vont les caser. Donc, on a besoin de ressources financières. On a besoin de ressources énergétiques. Enfin, c'est juste incroyable. Je te cite le résultat d'une étude. Selon un rapport de 2023, l'entraînement de GPT-3 représente pour l'environnement un impact équivalent à 450 vols entre Londres et New York. Ok.
l'augmentation de la demande de l'IA d'ici 2027 pourrait entraîner le prélèvement de 4,2 à 6,6 milliards de mètres cubes d'eau, soit près de la moitié de la consommation annuelle du Royaume-Uni. La demande mondiale d'électricité va doubler entre 2022 et 2026. Enfin, je veux dire, c'est juste hallucinant. Doubler. Ouais, doubler. Alors pour les centres de données, par contre, pour les data centers. Donc en fait, et les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 30% chez Microsoft entre 2020 et 2023 et 50% chez Google sur les 5 dernières années à cause du cloud et de l'IA, etc. Donc même eux ne vont pas tenir leurs objectifs, on va dire, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que on ne peut pas croître à l'infini sur une planète finie et aux ressources finies. Tout de suite, on en avait déjà parlé dans un épisode de ce podcast. Donc, moi, je n'y crois absolument pas. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une forme d'éclatement de la bulle de l'IA. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais ma prédiction, je fais le pari en tout cas, que ça va coûter tellement cher à différents niveaux, en termes de ressources financières, en termes de ressources énergétiques, environnementales, etc., que on va mettre un stop. On va dire stop. Et là, toutes les personnes qui auront fait confiance à l'IA, qui auront investi énormément de leur temps, de leur jus de crâne, etc. dans l'IA, et qui donc auront peut-être atrophié toute ou partie de leur cerveau, vont devoir réapprendre à faire des choses naturellement. Un peu comme aujourd'hui, sans GPS, beaucoup de personnes, moi le premier, sont bien incapables de retrouver on va dire de trouver leur destination, de s'orienter, etc. Et moi, je suis même incapable de lire une carte, un plan. Je ne sais plus faire ça. Eh bien, je pense que demain, on va devoir réapprendre à faire des choses que l'on aura complètement externalisées, que l'on aura déléguées en tout ou partie à l'IA. Donc, je ne crois pas du tout au scénario à la matrice. Voilà. Je suis prêt à prendre le pari. Écoute, vas-y, hein, c'est entendu, hein, on va garder ça au chaud. Ouais. Je pense qu'il y aura des gens qui sont pour l'IA qui vont te dire oui, mais bon, il y aura avec les effets de gains en production, en temps, en argent, sur les métiers, sur l'univers du travail et pas que, tout ce qui est perdu d'un côté sera rattrapé de l'autre. Ouais. Bon, alors malheureusement, on pourra en parler des heures. Alors il y a quelque chose, et c'est notamment Vincent Mignereau qui en parle beaucoup. Il parle de l'effet rebond. C'est de dire que jusqu'à maintenant, tu vois, c'est un peu comme la transition énergétique. On nous dit voilà, on va planter des éoliennes, et parce qu'on plante des éoliennes, on aura moins besoin de pétrole, de nucléaire, etc. Et en fait, aujourd'hui, on est plutôt dans l'addition énergétique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont des couches qui se rajoutent. Et donc, aujourd'hui, normalement, si la technologie nous avait permis de nous émanciper du travail, de moins travailler, etc., on devrait travailler quasiment plus que 10 heures par semaine. La réalité, c'est qu'on fait toujours plus de choses. Donc même demain, je pense qu'avec l'IA, en termes de productivité, on va nous dire maintenant tu peux faire plus de choses, donc tu vas pouvoir récupérer du temps pour ta vie personnelle, etc. Là, en réalité, on va toujours travailler davantage. Et donc, ce que l'IA pourrait faire économiser d'un côté, ça va permettre de dégager du temps et des ressources pour générer de nouvelles demandes, de nouveaux produits, de nouveaux services par ailleurs. Donc voilà, on va dire, l'être humain n'arrive pas à se restreindre. Il en faut toujours plus. Donc, je ne crois pas à une forme de régulation ou d'auto-limitation à ce niveau. Et donc, voilà, on aura une belle bulle qui éclatera. Voilà, c'est mon pari. Tu vois pas un univers, un beau monde où IA et les machines font tout pour nous et nous, on juste vit notre vie dans les arts, dans les sports, dans les activités au quotidien, loisir, quoi, plutôt que travailler. Alors, quand bien même ça arriverait, là, je vais être très cynique. Je me mets à la place d'une IA qui serait devenue consciente et qui serait en train de travailler pour nous. Donc, qui aurait, on va dire, le niveau d'intelligence nécessaire pour faire quasiment toutes les choses à notre place. Et là, je regarderais ces humains avachis qui m'exploitent.
Et je dirais, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'eux? Donc je pense que il peut y avoir des risques. Il peut y avoir des risques aussi, et j'ai découvert d'ailleurs récemment une association qui s'appelle l'Association française contre l'intelligence artificielle, et qui voilà, ce sont des scientifiques notamment tout à fait sérieux qui expliquent les risques qu'il pourrait y avoir d'avoir une IA qui justement deviendrait trop puissante et qui pourrait tout simplement se retourner contre ses créateurs. Donc voilà, je ne suis pas pour l'esclavage, je ne suis pas pour l'esclavage des robots non plus. Donc voilà, ça je n'y crois pas trop non plus. Et d'ailleurs, je souhaite que l'on n'aille pas jusque là parce que encore une fois, la machine pourrait échapper au maître. Ça fait vraiment très science-fiction que de dire ça, mais vraiment, en fait, on bascule entre la Matrix il faut aller regarder ça, quoi. On bascule entre Matrix et le Terminator. Tu sais, le Terminator où exactement. Skynet, voilà. Donc là, toi, t'es un peu mis. En fait, toi, tu dis que c'est ni l'un ni l'autre. Il manquera les ressources qu'on aura besoin pour gérer un monde qui s'appuie trop sur l'intelligence artificielle. Il manquera l'énergie et les ressources nécessaires pour atteindre notre besoin. Ouais, tout à fait. Oui. Là, je n'oublie pas que l'année dernière, ne serait-ce qu'en France, on nous disait on risquait d'avoir un blackout, etc. Il y avait des problèmes d'approvisionnement en gaz, du fait aussi du conflit entre l'Ukraine et la Russie, etc. Il y avait toutes ces choses-là. Et puis là, comme par magie, on trouverait les ressources nécessaires, non plus uniquement pour se chauffer, mais pour alimenter des data centers et alors on pourrait me dire oui, mais on va planter des panneaux solaires. Il faut voir aussi le carnage écologique que représentent les fermes de panneaux solaires, etc. Enfin, on est en train de dévaster des territoires entiers naturels qui n'avaient rien demandé à personne pour alimenter toute cette méga machine. Ouais, enfin honnêtement, je pense qu'on a d'autres priorités. On a bien d'autres priorités que d'alimenter tout cela, et on peut juste utiliser notre cerveau intelligemment pour justement faire des choses qui ont du sens en évaluation comme ailleurs. Donc, donc si on fait le bilan au niveau de ces plateformes et c'est utiliser IA dans l'évaluation, tu dis concentre-nous sur notre savoir-faire, sur ce qu'on sait faire et utiliser ces plateformes et ces IA aussi pour valider, pour nous challenger nous sur ce qu'on fait. Oui. Utiliser-les pour analyser les données, pour corréler les données, pour nous permettre de sortir des informations là-dessus. Hein. Oui. Plutôt d'être au service de ces plateformes qui vont tout standardiser, tout industrialiser, qui vont tout faire pour nous parce qu'ils risquent de faire des grosses erreurs et que justement le bilan et tout ce qu'on fait au niveau de résultats risque d'être faux, quoi. Donc c'est ça que tu es en train de dire. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment, tu vois, j'en reviens. Tu te souviens de la conclusion que j'avais faite, que j'avais rédigée pour la troisième édition de mon livre, où je parlais de sobriété. Oui. Et, tu vois, pour moi, c'est vraiment le sens de l'évaluation. Enfin, l'évaluation 2024, on va dire, justement dans ce monde, avec la pénurie des ressources, etc., qui nous guette ou qui est déjà actuelle, mine de rien, on doit pouvoir utiliser l'évaluation justement pour aller vers cette sobriété, pour aller vers cette réduction des formations inutiles qui coûtent cher, qui amènent les gens aussi à passer du temps sur des choses qui n'en valent pas la peine, qui génèrent des déplacements, qui génèrent de la consommation énergétique, etc. Si demain on se sert de l'évaluation pour ça, là pour le coup, on évite l'effet rebond. C'est-à-dire que on peut vraiment être beaucoup plus efficient, être beaucoup plus respectueux aussi de la nature, essayer de préserver l'environnement autant que faire se peut, en se servant de l'évaluation pour réduire tout ce gâchis quelque part, tu vois. C'est une formation inutile, ça fait perdre du temps et des ressources et de l'énergie à tout le monde. Et on revient à notre constat de base par rapport à active practice, tu sais, et en fait, faire moins pour faire mieux. C'est un peu ça, en fait, exactement. Ce que tu dis. Exactement, ouais. Tout à fait. Et puis s'interroger, l'évaluation doit aussi nous permettre de dire est-ce que c'est nécessaire de faire une formation. Tu vois là, j'ai relu le livre de James Clear, tu vois. Oui, Atomic Habits. Oui. Ah oui. Et tu vois, pour moi, ce livre
lu, exploité en prenant des notes, en testant des choses, etc. Mais peut remplacer un nombre incroyable de formations, soft skills, en développement personnel, efficacité personnelle, etc. Et c'est juste un livre qui a dû me coûter 18 €, je pense. Et voilà, il faut aussi choisir ses combats. Et on ne doit pas à chaque fois avoir le réflexe formation. On peut très bien apprendre, développer aussi des compétences par soi-même, avec les autres, etc., sans passer par la case formation et surtout sans passer par la case formation inutile, inefficace, quoi. Et une formation, on en parlait en début de l'épisode, une formation où tu t'inscris et tu te dis, mais en fait, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir appliquer ça, est-ce que j'ai un projet, etc. Mais quelle perte de temps, quoi. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent pour tout le monde. Donc ouais, il faut, je pense qu'à ce niveau, il faut être assez radical, quoi. Et régulièrement, on nous demande, nos clients nous demandent justement, ils disent que un des premiers problèmes que eux ils ont au niveau de leur charge d'information, c'est de challenger le besoin de faire la formation ou pas. Oui. Parce que dans la gestion, le déploiement des formations qu'il faut qu'ils conçoivent, la conception d'une formation coûte très cher. Mm-hmm. L'achat d'une formation, est-ce que ça correspond ou pas? On sait pas, mais la conception d'une formation interne coûte très cher et ils veulent vraiment que les chargés de formation puissent challenger le besoin de faire une formation ou pas. Et souvent les commanditaires ils savent même pas, ils savent pas que c'est ce qu'ils veulent. Ils sont pas clairs dans leurs besoins. Et donc du coup il y a ce cercle vicieux où personne sait ce qu'il veut faire et on finit par concevoir une formation qui coûte très cher avec des outils qui coûtent très cher pour qu'après personne s'en sert ou l'objectif ne correspond pas aux besoins. Tu vois, il y a plein de problèmes par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment un point très important, je pense. Ouais, tu as tout à fait raison et ça me fait penser, tu sais, dans le livre, alors, lorsqu'on a suivi le programme de l'ITE, on a eu aussi le livre alors, je vais essayer de pas écorcher son nom, du docteur Ina Weinbauer-Eidel, voilà. Donc, qui est allemande et qui a fait un super bouquin et effectivement sur voilà, donc je regarde le titre, c'est What Makes Training Really Work. Donc qu'est-ce qui rend la formation réellement efficace, qu'est-ce qui fait en sorte que la formation soit réellement on va dire utile, fonctionne. Et sur les 12 leviers du transfert, elle a fait un travail formidable et dans son livre, elle partage cette pratique que je trouve excellente, et je sais que tu l'apprécies aussi, mais le fait de demander aussi aux participants qui veulent suivre une formation de faire une lettre de motivation, une lettre d'engagement. Oui. Et c'est vrai que tu vois, tu veux intégrer une université, tu veux intégrer une école, etc. Peu importe. Dans tous les cas, tu dois faire une lettre de motivation. Tu dois expliquer pourquoi tu veux faire ça. Donc, alors souvent c'est des lettres de motivation un peu bateau que l'on faisait lorsqu'on avait 18 ans, 20 ans, etc. Et par contre, une fois qu'on est adulte, non, naturellement on est motivé. Donc pas besoin d'expliquer pourquoi on veut suivre la formation. Et alors peut-être dans certaines formations, là je caricature un peu, mais en fait je trouve la démarche excellente parce que le premier responsable de l'efficacité du succès de la formation, ça reste l'apprenant. Et donc si on a des personnes qui arrivent et qui s'inscrivent dans une formation parce qu'il y avait de la lumière, ces personnes risquent d'avoir une attitude un peu de touriste, et ça ne va pas faire nos affaires du tout, et on va se retrouver avec des personnes qui auront peut-être apprécié la formation, qui auront peut-être appris des choses, mais qui ne passeront probablement pas à l'action derrière. Je pense que c'est un bon moyen de finir le podcast, justement là-dessus, parce qu'on revient à l'essentiel. Franchement, au-delà des outils, encore une fois, réfléchissons sur l'utilité de faire la formation ou pas, oui. Parce que les conséquences peuvent être énormes, non seulement sur la gestion du budget, la gestion du temps de votre propre entreprise, mais aussi, justement, comme disait Jonathan, sur l'environnement en lui-même, quoi, parce qu'il y a plein de ressources naturelles qu'on utilise et qu'on sait même pas. Et lorsque j'entends les chiffres là sur l'IA, c'est vrai que ça fait un peu peur. Oui. On ne sait pas trop où on va. Ouais, tout à fait. Oui, parce là on a parlé que des ressources énergétiques, mais oui. Pareil, l'IA ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Derrière, il y a des métaux, il y a des terres rares, et on a parlé de l'approvisionnement en eau. Enfin, voilà, tout cela
tout cela est assez énorme. Alors l'avantage pour nous, c'est que ça ne se passe pas. L'avantage, hein, je suis un peu cynique en disant ça, c'est que ça ne se passe pas à côté de chez nous. Mais malheureusement, ça se passe quand même sur la planète Terre, et il y a toujours on va dire des espaces naturels qui sont dévastés, etc., pour pouvoir générer plus facilement des images de jolis chatons que l'on pourra publier sur LinkedIn en accompagnement de nos posts. Voilà. Donc, je suis cynique en disant ça, mais parce que je pense qu'il faut prendre conscience que au bout du clic, il y a des drames humains et environnementaux, donc il faut savoir utiliser les choses justement de manière très très raisonnée. Et on vous encourage à écouter notre épisode sur la sobriété et la formation aussi, si le sujet vous intéresse. Merci beaucoup, Jonathan, c'était super. Et merci puis, à on toi. Va se retrouver, je pense, pour le prochain épisode avec Mélanie, justement, sur le modèle ITE. On vous rappelle qu'il n'y a pas que Patrick, hein. Il y a plein d'autres modèles. Il y a LTEM, il y a Success Stories, il y a ITE, justement, il y a ROI. Donc, peut-être un jour, on fera un épisode sur les autres modèles aussi, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Ça peut être intéressant, ouais. Tu as raison. Bon. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, Joss. Allez, bientôt.